Alors maintenant, on va donc traiter une complication très fréquente de l'adénome de la prostate et on va voir. Allez-y, allez-y, allez-y. Alors, Aoud, faut le plan. Parce que je ne l'ai pas continué, je ne peux pas continuer. Alors, donc, on parle de la miction. La miction, c'est un acte réflexe. Voilà, sous contrôle partiel de la volonté, c'est-à-dire on peut se tenir ou se retenir à un moment donné, donc on ne peut pas se retenir. Donc, il est sous contrôle partiel de la volonté. L'organisation, donc, elle est de type comportemental, voilà. Donc, il témoigne donc de l'importance et la signification de cet acte. La vessie, donc, en réalité, elle constitue un réservoir. Donc, la fonction de la vessie, c'est un réservoir. Elle permet la continence, donc elle permet la propreté, et elle permet donc que l'individu fait son travail donc pendant la journée ou bien pendant le soir. Elle offre donc un confort donc, et une propreté. Voilà. Donc, elle doit remplir cette fonction sans qu'il y ait donc un retentissement donc, sur le haut appareil urinaire. Et on va le voir. Donc, le cycle continence-miction est rendu possible grâce à une succession donc, de multiples réflexes. Donc, et l'ensemble est sous le contrôle de la volonté. Voilà, tout simplement. Encore. Donc, la miction, il y a deux phases. Il y a une phase donc, de remplissage. Il y a une phase de remplissage qui est très longue, qui est encore mal connue par les scientifiques. Il y a une phase donc, de miction, là, de vidange proprement dite, qui est très courte et qui est très étudiée donc, par les différents bilans urodynamiques. La physiopathologie de la miction. La miction donc, est le résultat donc, d'une coordination entre la contraction du ressort, donc il faut qu'il y ait une contraction de la vessie, il faut qu'il y ait une contraction du muscle vésical et un relâchement sphinctérien et un relâchement donc, du sphincter lisse et du sphincter strié. Donc l'ensemble est sous contrôle neurologique. Donc le muscle il est sous contrôle sympathomimétique donc, par donc, ces récepteurs bêta. Donc la calotte vésicale, le dôme vésical, le muscle de ressort, il est riche en récepteurs bêta. Donc quand on stimule les récepteurs bêta, ils se relâchent. Okay. Quand on stimule les récepteurs alpha, ils se contractent. Elle a dit qu'il est sous contrôle sympathique. Le sphincter lisse, il est sous contrôle spermatique et sous contrôle sympathique. Donc quand on stimule les fibres lisses du sphincter lisse, donc il y a une contraction. Quand on l'inhibe, il y a un relâchement. Voilà. Alors, donc, la vidange de la vessie passe par la c'est normal, c'est un muscle. Donc, en plus des récepteurs bêta, il y a une libération de l'acétylcholine, donc il y a une contraction donc, des fibres musculaires. OK. Et il y a un autre donc, système de commande, c'est le système parasympathique. Le système parasympathique là, donc il va donc vous énerver aussi bien le muscle, parce que c'est un muscle grâce à l'acétylcholine, donc il va aussi bien énerver donc, les fibres musculaires donc, striées du sphincter strié. OK. Donc, pour qu'il y ait miction, il faut qu'il y ait une coordination entre ces différents donc, systèmes nerveux, sympathiques et parasympathiques. Voilà, bien sûr, et la volonté joue un rôle très important, en plus de la commande volontaire du malade, la commande somatique. Voilà. On passe. Là, c'est un schéma donc, récapitulatif. On voit bien que les centres nerveux donc, sympathiques sont dorsolombaires, au niveau, donc, au niveau de au niveau de D11, au niveau de D11 jusqu'à L1. Voilà. Son innervation, c'est par donc, le plexus hypogastrique, tout simplement. Nous avons les centres sacrés, donc S3, S4, qui sont parasympathiques et qui vont donc énerver aussi bien le muscle que le sphincter donc strié. Voilà, on passe. La miction normale, pour sa définition, donc il s'agit de l'émission d'urine par voie naturelle, tout simplement. Voilà, cette miction donc qui est normale, elle est volontaire. Donc c'est une fleur donc, de la miction, ou le moment de la miction, elle est indolore, elle est facile et elle est complète.
Elle est complète sans résidu post-mictionnel. Donc normalement 0 cc. S'il y a un résidu post-mictionnel, il y a un problème. La retention vésicale, elle est définie par quoi? Par une impossibilité donc de vider soit totalement de vider complètement la vessie, ou bien donc de la vider partiellement. Voilà, donc on ne peut pas la vider. Donc voilà. Par l'impossibilité d'évacuer spontanément le contenu vésical, cette impossibilité peut être complète ou incomplète. Elle peut être complète ou incomplète. Complète, c'est-à-dire c'est la retention vésicale aiguë, c'est la classique retention vésicale aiguë, et incomplète, c'est la classique retention vésicale, donc chronique. Retention vésicale chronique avec un résidu post-mictionnel significatif. On passe. Pour la retention vésicale complète, donc son diagnostic il est facile, donc il est évident devant une impossibilité d'uriner. Donc le malade il vient avec un gland vésical, il n'y met que quelques gouttes. Voilà. Voilà, malgré une envie impérieuse. Le malade il est agité, il est en sueur, avec une angoisse très importante. Voilà, une douleur hypogastrique qui est exacerbée par la palpation de l'hypogastre. L'examen clinique, donc objectif, un globe vésical sous forme d'une masse hypogastrique, grignotant, etc. Dans la percussion, donc peut révéler une matité, etc. Elle est difficile à trouver chez l'obèse. Voilà, donc d'où on peut s'aider avec une échographie, etc. Tout simplement. Cependant, le diagnostic n'est pas toujours facile, bien sûr, comme on l'a dit, chez le petit enfant qui ne s'exprime pas bien, chez le traumatisé, voilà, chez le traumatisé en coma, etc. Voilà, chez l'opéré récent, s'agit-il d'une occlusion, s'agit-il d'un globe vésical, et on a trouvé des malades comme ça. Et chez l'obèse, là, donc les examens paracliniques prennent toute leur importance. Sans traitement, l'évolution s'aggrave vers donc l'effondrement du système anti-reflux. Comme on le sait, la vessie, elle se remplit à basse pression. La vessie, elle se remplit à basse pression, 30 cm d'eau. Elle n'excède pas les 30 cm d'eau. Alors que donc, dans la voie excrétrice, donc, la pression, elle est donc plus importante. C'est pour ça que les urines descendent. Suite aux contractions de l'urtère, les urines descendent donc des reins vers la vessie, même en position inverse. Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle un système anti-reflux. Donc l'urtère, en abordant la vessie, il aborde d'une manière tangentielle. Il rentre dans la vessie, donc les fibres musculaires lisses et la gaine de Waldeyer, il y a une gaine conjonctive, ce qu'on appelle la gaine de Waldeyer, font qu'il y a un système anti-reflux. Quand la vessie se dilate, les urtères s'écrasent. Il n'y a pas donc les urines ne reviennent pas dans les urtères. Donc cela évite un reflux. Voilà, parfois l'urtère il est mal réimplanté ou là il est mal implanté, c'est des maladies congénitales généralement, il est court. Voilà, ça fait qu'il y a donc un retour donc, des urines vers les reins. Il y a donc une menace donc, de dilatation donc, du rein et une insuffisance rénale plus l'infection tout simplement. Voilà. Donc, s'il y a un problème de retention vésicale aiguë, si on n'arrive pas à le traiter, etc., l'évolution elle se fera vers donc, l'effondrement de ce système anti-reflux et on aura généralement une dilatation donc, des urtères et une dilatation des cavités épilocalicielles qui aboutissent généralement vers l'insuffisance rénale aiguë, donc qui peut être réversible, on va le voir, et puis une insuffisance rénale chronique. Voilà. Voilà. Donc la miction par regorgement. Donc, miction par regorgement, c'est une complication donc, de la retention vésicale aiguë. Miction par regorgement, c'est-à-dire que la vessie, elle est trop pleine. Elle est trop pleine, elle est maximale, elle est pleine maximale. Et le malade, il a toujours des gouttes qui sortent continuellement. Donc, vous voyez le malade, oh bon, pourquoi il n'est pas en retention? Alors qu'il est en retention. Ce qu'on appelle la retention par regorgement, c'est l'évacuation du trop-plein, tout simplement. La vessie, elle est toujours pleine. Voilà. Ce qu'on a dit, allez-y. On peut arriver vers la rupture vésicale, voilà, et décompensation d'une tare, par exemple un malade qui fait un IDM, qui a donc un cœur qui est précaire, donc il peut faire un IDM secondaire donc à la douleur et l'agitation suite à une retention vésicale aiguë, et c'est fréquent. C'est fréquent parce qu'on a affaire à des sujets qui sont tarés, à des sujets qui sont âgés. Voilà. On passe. Le bilan étiologique, donc on peut faire un bilan clinique qui est rapide. Généralement, quelques questions, on peut régler ça tout simplement. Donc, l'interrogatoire, on cherche le contexte dans lequel cette retention vésicale aiguë est survenue, rechercher les antécédents urogénitaux, on peut avoir des antécédents d'infectieux, donc on a des antécédents traumatiques, voilà, des antécédents cancérologiques, on ne sait pas. Voilà.
recherche d'éventuels signes urinaires tels qu'un prostatisme, c'est-à-dire dysurie associée à une pollakiurie. Et comme on l'a dit dans le cours de l'adénome de la prostate, la dysurie c'est une difficulté à uriner, elle se manifeste par donc une difficulté d'initiation du jet, donc un jet faible, donc des gouttes retardataires et généralement une compression abdominale, une force abdominale suite à une compression abdominale complémentaire. Tout simplement. La pollakiurie qui est une miction fréquente donc, et en petite quantité, à différencier d'une polyurie qui est une miction qui n'est pas fréquente, mais le volume est très important. Voilà. L'hématurie, il faut chercher aussi une hématurie. Donc, une hématurie qui peut précéder l'ARVEA. Généralement, ça signe soit des problèmes lithiasiques ou infectieux. Mais parfois, la retention vésicale aiguë, elle est primitive, elle survient, donc sans signe révélateur, comme ça, voilà, on passe. Et elle peut révéler donc un adénome de prostate, un cancer de prostate, etc. Maladie sous-jacente. L'examen clinique, comme on l'a dit, donc la palpation abdominalo-lombaire sera complétée par l'examen systématique des organes génitaux externes. Parce que imaginez qu'il y a donc un petit méa donc qui est sténosé, très court, donc qui nécessite une petite dilatation de 5 minutes, et vous allez chercher dans les reins, vous allez chercher dans la vessie. Donc l'examen des organes génitaux externes est très très important. Voilà. Donc les touchés pelviens, ça peut révéler, ça dépend de l'âge, ça peut révéler soit des signes infectieux, soit des signes donc en relation avec une prostate vieillissante, tout simplement. On terminera l'examen enfin par l'étude de l'urètre, à l'aide généralement on dit à l'aide d'une sonde à boule, voilà, d'une bougie à boule, etc. Mais on peut passer une sonde, c'est pour vérifier donc que l'urtère il n'est pas sténosé, tout simplement. Voilà. On ne le fait pas parce qu'on peut demander des examens complémentaires tels qu'une UCR. Voilà, on passe. Le malade il est soulagé. Donc il faut soulager le malade parce qu'il vient angoissé, agité, en douleur, risque de décompenser une tare. Donc une fois le malade soulagé, on recherche l'étiologie avec un examen complet, notamment neurologique, ECBO à la recherche d'une éventuelle infection urinaire dont le traitement est corrigé par un antibiogramme, une urographie intraveineuse après dosage de l'urée donc sanguine et de la créatinine. Donc cette UV, elle va donc permettre, comme on l'a dit, l'UV c'est un examen statique, c'est un examen dynamique, il n'est pas statique, donc il vous montre la fonction rénale et donc le travail réel des reins. Ok. Donc il vous montre donc l'état fonctionnel et morphologie des reins, l'état morphologique des urtères, l'état de la vessie avec un cystogramme, voilà, descendante, une cystographie descendante, mixtionnelle et post-mixtionnelle. Donc il peut vous donc indiquer le résidu post-mixtionnel. Voilà. Et le retentissement sur le bas et le haut appareil urinaire. Enfin, dans les cas difficiles, on sera parfois amené à demander une ECR, comme on l'a dit, une ECR ou bien une endoscopie carrément. Voilà, on passe. Dans le cas difficile, par exemple, si vous allez sonder un malade, vous terminez l'examen, vous passez une sonde, la sonde passe et le malade n'urine pas. Et ce n'est pas normal. Il n'a pas une sténose organique, il n'a pas une sténose ou une obstruction organique, mais il peut avoir une obstruction fonctionnelle, telle qu'une dysynergie vésico-sphinctérienne, le sphincter qui ne s'ouvre pas. Et généralement, on le trouve dans les maladies neurologiques suite à des traumatismes donc rachidiens, etc. Voilà. Le diagnostic étiologique, donc la retention vésicale aiguë réflexe. Nous avons les retentions vésicales post-opératoires. Donc toute intervention chirurgicale, donc suite donc, à un endormissement du malade, ça peut donner une retention réflexe. Dès qu'on sent de malade, une fois, deux fois, tout rentre dans l'ordre. Voilà. Donc ces interventions, surtout les interventions sur le petit bassin, sur le périnée, surtout sur le rectum. Surtout pour sur le rectum, parce que le rectum, il est donc innervé par le plexus hypogastrique qui lui-même innerve la vessie. Tout simplement. Quand on a fait le schéma, on a vu que le nerf sympathique passe par le plexus hypogastrique. Voilà. Donc, mais il faut toujours suspecter une cause organique, simplement révélée par une intervention. Par exemple, un petit adénome, où on a opéré le malade sur son abdomen, puis il décompense, et là il rentre dans le cercle de donc retention. Il faut prendre une décision thérapeutique, donc médicale ou chirurgicale. L'arrachianesthésie, elle peut donner, parce qu'on va bloquer les centres sacrés, tout simplement.
On va les bloquer. Donc l'influx nerveux ne passe pas. Voilà. Voilà. La retention vésicale réflexe au cours d'une inflammation aiguë. Voilà. C'est fréquent chez le jeune. C'est fréquent chez le jeune. Voilà. Donc au cours d'une inflammation génitale ou une appendicite aiguë chez le petit enfant. On passe. La retention vésicale neurologique. Neurologique, la syringomyélie. La syringomyélie, c'est-à-dire qu'il existe un espace libre dans la moelle. La moelle, elle contient généralement du LCR. Parfois, il existe un espace, des métamères là où il existe donc un espace libre. Il n'y a pas de l'air, du sang, n'importe quoi. Voilà. Ce qu'on appelle la syringomyélie. Et là, l'influx nerveux ne passe pas. Et là, on aura donc une retention qui est réflexe de type neurologique. Donc une tumeur méningée, donc une méningite, surtout tuberculose, une poliomyélite. On la voit rarement actuellement. Voilà, une compression médulaire suite à un traumatisme, suite à une hernie discale, suite à une tumeur, etc. Une vessie neurologique centrale ou périphérique. Cas particulier d'une retention vésicale contemporaine d'un traumatisme, et là, le problème se pose. S'agit-il d'une retention vésicale réflexe, secondaire par exemple à la douleur, ou bien une retention vésicale organique, secondaire à une cause organique, surtout d'autant plus que le traumatisme est pelvien. Voilà. Donc, il faut discuter un traumatisme du rachis, des traumatismes rénaux. Voilà. Vous me dites, monsieur, pourquoi rénaux? Généralement, c'est la douleur. Voilà. Des traumatismes du bassin, surtout traumatisme du bassin. On suspecte donc une rupture de l'urètre postérieur. L'urètre postérieur, c'est l'urètre membraneux plus l'urètre prostatique. Voilà. Voilà, c'est très classique. Voilà, donc tout traumatisme pelvien associé à un globe vésical, une urétroragie, pas une hématurie. Une urétroragie, donc fait suspecter une rupture de l'urètre postérieur jusqu'à preuve du contraire. Le malade, donc le sondage vésical par voie naturelle est contre-indiqué. Chez l'homme, pas chez la femme, chez l'homme. Donc il faut contre-indiquer le sondage vésical, il faut faire généralement une dérivation sus-pubienne. Ok. Donc tout traumatisme pelvien, engendrant un globe vésical ou autre, même sans globe vésical, engendrant une urétroragie. Voilà. Donc il faut proscrire le sondage vésical, il faut procéder à une dérivation sus-pubienne, à une cystostomie. Voilà, généralement, on l'a fait éco-guider parce que l'hématome pelvien dévie la vessie, donc on risque de passer à côté. Ok. Voilà. On passe. Donc, retention vésicale par obstacle. Donc, on a des réflexes, maintenant par obstacle. Réflexe, généralement, c'est organique, généralement. Ok. Généralement, c'est pas organique. Ok. Donc maintenant, par obstacle, chez l'homme, nous avons les causes urétérales, l'érythrécissement scléro-inflammatoire, très fréquent chez le sujet jeune en pleine activité sexuelle, et ça rentre généralement dans les maladies sexuellement transmissibles. Ok. Voilà. Donc les causes traumatiques, scléro-inflammatoire secondaire à des causes infectieuses, ou bien secondaire à des causes traumatiques. Voilà. Lithiase et malformation, telles que les valves de l'urètre postérieur chez l'enfant. C'est des valves, c'est des membranes qui vont du verrouillement tendon vers le col, et quand le malade urine, il se gonfle, il bloque. Là, il faut les réséquer. Voilà. Les causes prostatiques, bien sûr, la plus célèbre, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, en fonction de l'âge, ce n'est pas avec un jeune de 20 ans, vous allez me dire, monsieur, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate. Non, c'est en fonction de l'âge. La retention vésicale est une complication fréquente de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Les prostatites aiguës ou chroniques, aiguës chez le sujet jeune. Voilà. Cause vésicale, donc toute lésion formant un obstacle à l'écoulement des urines, telles que lithiase vésicale, donc une tumeur vésicale, donc une maladie du col, c'est-à-dire le col ne s'ouvre pas, le col vésical ne s'ouvre pas pour que le malade urine. Voilà, etc. Il y a des verticules comprimant le col, une cystocèle chez la femme. Donc la vessie elle descend chez la femme qui a beaucoup fait d'accouchement. C'est une femme qui va perdre sa dynamique du pelvis, et la vessie elle va tomber, ce qu'on appelle une cystocèle, protrusion de la vessie à travers le vagin. Et là on les classe, parfois il faut un traitement
un traitement chirurgical. On passe. Chez la femme, les causes génitales dominent, telles qu'un kyste de l'ovaire, qui peut comprimer la vessie tout simplement. Donc un fibrome utérin compressif, on a vu, hein, des gros fibromes utérins compressifs. Voilà. Donc une rétroversion donc, d'un utérus gravide, un utérus donc, qui comprime la vessie tout simplement. Chez les deux sexes, un abcès ou une collection de Douglas, une tumeur rétrococcygène, donc un kyste paracoccygien, des causes digestives telles qu'une tumeur pelvienne, n'importe quelle tumeur pelvienne, tumeur rectale, tumeur du sigmoïde, tumeur de l'ilion, etc. Les causes infectieuses, les causes inflammatoires, et il faut penser au fécalome chez le sujet donc grabataire qui est endormi, ou bien chez le sujet qui a des antécédents psychiatriques, ou bien chez le diabétique. Voilà, on passe. Le traitement, donc en urgence, ça il faut traiter en urgence. Voilà, c'est comme la colique néphritique. Donc on traite l'urgence, puis on cherche l'étiologie. La même chose ici. Donc on traite l'urgence, puis on cherche l'étiologie. Donc en urgence, il faut évacuer donc, le contenu vésical. Il y a deux manières de le faire, soit donc, par dérivation, on le fait par dérivation urinaire externe, et il y a deux manières, soit par sondage naturel, soit par dérivation suspubienne. Ok, voilà. Donc en tenant compte de trois choses. En tenant compte de trois choses. Que c'est une donc, intervention qui expose à des infections nosocomiales. 40% des infections nosocomiales sont urologiques. Faites attention. Donc, voilà. Donc, il faut avoir une instrumentation adéquate. C'est difficile de faire une cystostomie chez un malade qui pèse 100 grammes. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de kit qui est correct, il n'y a pas de bistouri, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ok, c'est très difficile. Voilà. Donc, c'est une intervention qui est anodine, qui n'expose pas un danger et elle doit le rester. Comme le dit monsieur Neus dans son monographie sur les hernies inguinales, il vous dit que l'hernie inguinale est une maladie qui est bénigne, donc est une intervention qui est bénigne, c'est-à-dire qui est anodine, elle doit le rester. Ce n'est pas que vous allez faire n'importe quoi, vous allez engager le pronostic vital, non. Ne le faites pas, parce qu'elle ne va pas le tuer. Donc ici, c'est une intervention qui est anodine et elle doit le rester. Pour qu'elle reste, il faut que vous rassemblez tous les paramètres devant vous. Voilà, et on va les voir. Et enfin, donc, en tenant compte de l'étiologie. Vous me dites, monsieur, pourquoi l'étiologie? On va dériver le malade, on va dériver. Oui, il faut tenir compte de l'étiologie. Parce qu'une tumeur vésicale, donc ça contre-indique une dérivation urinaire suspubienne. Là, il faut chercher à sonder le malade de n'importe quelle manière. Si vous ne pouvez pas, vous me dites, monsieur, si on ne peut pas, je vous dis qu'il faut faire une endoscopie. Ok? Parce que vous exposez le malade donc à une flambée de sa tumeur. Ok, voilà. Donc, quel que soit le mode de drainage, l'évacuation se fera progressivement. Pourquoi l'évacuation se fera progressivement? Imaginez, c'est des vaisseaux qui sont dilatés et puis qui sont soumis à une pression très importante selon la loi de Laplace, ça vous allez la voir. Voilà, une pression qui est très importante, puis vous allez le vider brusquement. Donc les petits vaisseaux vont s'éclater, ils vont vous donner ce qu'on appelle une hémorragie ou une hématurie, une vacuo. Et parfois elle est très importante. Et en plus, il y a une compression sur les vaisseaux, sur les gros vaisseaux. Ok. En plus, donc vous allez évacuer une quantité du liquide de l'organisme. Donc il faut la compenser. Ok. Donc évacuer les urines progressivement. Et deuxièmement, compenser ce qu'on a perdu. Généralement, on compense le 1/3 donc, de ce qu'on a enlevé. Voilà. On passe. Méthode cathétérisme suspubien, donc suffit, donc elle se fait avec une asepsie rigoureuse. Quand j'avais écrit, elle se fait au bloc opératoire. Donc je l'ai enlevé au bloc opératoire pour ne pas me dire, monsieur, pourquoi vous ne le faites pas au bloc opératoire? Parce qu'on n'a pas les mêmes conditions. C'est nos conditions, on doit s'adapter. Donc j'ai laissé, elle se fait donc avec une asepsie rigoureuse. Et là, 40% d'infection nosocomiale. Ok, voilà. Donc, elle se fait d'un cathéter muni d'un mandrin, ce qu'on appelle donc un cystofixe ou bien un cathéter de cystostomie. Voilà. Donc, les étapes, il faut raser et nettoyer la zone. Généralement hypogastrique. Voilà, faire une application avec de la bétadine à 10%.
Donc c'est un antiseptique, bétadine à 10%. Voilà. Donc mettre un champ troué, mettre un champ stérile troué, ou bien des champs troués, tout simplement. Voilà. Donc avoir des gants stériles, matériel généralement. Donc nous avons le cathéter muni d'un mandrin, nous avons un bistouri, nous avons une seringue, nous avons de la xylocaïne à 2%, nous avons des compresses et nous avons un fil généralement pour le soutènement, tout simplement. Donc on incise une incision cutanée sous anesthésie, donc on fait une anesthésie à la xylocaïne 2%, les différents plans, voilà, jusqu'à arriver à la vessie. On retire un peu d'urine, on est sûr qu'on est à l'intérieur de la vessie. Ok, voilà, je retire mon aiguille, voilà, je fais une incision. Cette incision, elle est faite à 2 travers doigts, 1 ou 2 travers doigts de la symphyse pubienne sur la ligne médiane. Je dis à peu près 1,5 cm jusqu'à 2 cm, ça dépend de l'étendue donc du globe. Ok, voilà. On incise la peau, on incise donc la peau névrose, donc, et on prend donc notre cathéter qui est muni de son mandrin et on l'introduit perpendiculairement à la vessie jusqu'à la voir dans la vessie. Donc, et on va vérifier donc, que les urines sortent par le cathéter. Okay. On retire le mandrin et on pousse le cathéter donc en place. Généralement, c'est un cathéter en latex. On le pousse en place. Voilà, dans la vessie. Il est dans la vessie, on va le fixer. S'il y a un ballonnet, on va mettre un ballonnet. S'il n'y a pas de ballonnet, on va le fixer tout simplement au fil. Voilà. Et on va donc directement donc, le connecter à un sac collecteur, ce qu'on appelle un drainage fermé. Un drainage fermé qui expose peu à des infections. Voilà. Tout simplement. Le problème, chez l'obèse, est l'abdomen cicatriciel ou bien l'abdomen chirurgical. Malade, il a des antécédents sur le petit bassin ou bien sur le pelvis. Voilà, là, je ne suis pas sûr que la vessie, elle est en place. Elle peut être déviée. Ok, chez l'obèse, je pousse, je n'arrive pas. Ok, là, il faut s'aider avec un échographe. Faire une échographie, donc repérer donc, la zone où on va ponctionner et continuer tout simplement. Voilà. On peut calculer donc la distance entre la vessie même et la paroi. Voilà. Parfois c'est difficile. Voilà. La ponction à l'aiguille, elle est contre-indiquée actuellement. Pas contre-indiquée, mais on ne la fait pas. Pourquoi? Parce que vous allez ponctionner avec une aiguille, par exemple, de 10 cm. Dès que la vessie, elle descend un peu, l'aiguille, elle sort. Et rebelote. Le malade, il va faire le même problème. Ok, donc il faut apprendre à faire des cystostomies. Bien sûr, c'est un geste qui est anodin et il doit le rester. Ok, on passe. La cystostomie chirurgicale, maintenant j'arrive pas, j'ai ponctionné, parfois on n'arrive pas. Parfois on ponctionne, on n'arrive pas à avoir des urines. Par exemple, une petite vessie qui est hypertonique, elle ne se dilate pas beaucoup, elle est derrière la symphyse pubienne. Je mets mon cathéter, l'angulation, je fais une angulation vers le haut, vers le bas, je ne sais pas. Parfois c'est difficile. Et là, donc il faut faire ce qu'on appelle des cystostomies chirurgicales. Bien sûr, au bloc opératoire, on va inciser. Donc jusqu'à arriver à la vessie, on va prendre la vessie avec 2 points repères. On ouvre la vessie, on met une sonde à ballonnet, on gonfle le ballonnet. Donc, et puis on ferme. C'est une intervention chirurgicale proprement dite sous anesthésie, soit locale, très peu locale, sous anesthésie généralement rachis-anesthésie ou sous anesthésie générale, tout simplement. Voilà, fermeture donc de la taille, ce qu'on appelle la taille vésicale, c'est-à-dire ouverture de la vessie. On passe. Le sondage vésical, voilà, ça par voie naturelle. Il faut savoir que c'est des sondes qui sont faites en latex. Il y a des sondes au silicone. Le problème entre le latex et le silicone, le latex, donc il adhère beaucoup à la muqueuse. Donc il va engendrer un dommage au niveau de la muqueuse. La silicone, elle n'adhère pas beaucoup, donc elle est mieux supportée par le malade. Le problème que le latex, il est dur. Donc la sonde, elle est dure, donc elle est malléable, elle est facilement malléable. On peut la pousser, il n'y a pas de problème. Avec la silicone, on ne peut pas la pousser, elle est molle. Elle est molle. Donc on a trouvé donc, un compromis, on fait des sondes qui sont donc à moitié donc, latex et à moitié silicone, tout simplement. Voilà. C'est des sondes qui ont un ballonnet, on peut gonfler à l'intérieur. Certaines sondes sont munies donc d'une 3e voie, ce qu'on appelle sonde à 3 voies, qui nous permet de faire des lavages
des lavages, donc en cas d'hématurie, etc. On peut faire des lavages avec récupération donc des urines, tout simplement. Chez la femme, il est facile. Normalement, il n'y a pas de problème chez la femme, il est facile. L'urtère 2 cm, il est court, il n'y a aucun problème. Parfois, on peut trouver un urtère qui est donc refoulé, donc derrière la symphyse pubienne. Il faut aller le chercher. Il n'y a aucun problème. Parfois, quand il y a une cystocèle, etc., c'est un peu difficile, mais généralement, c'est facile. Généralement, c'est facile. Il faut donner les conditions. Il faut se mettre dans les conditions normales, tout simplement. Ok. Il faut se mettre dans des conditions normales et on peut le faire, il n'y a aucun problème. Voilà. Bien sûr, il faut le faire dans des conditions d'asepsie rigoureuse. La même chose. Donc, on peut introduire à l'intérieur de la vessie des germes qui sont indésirables. Voilà. Donc, chez la femme, donc en position donc, gynécologique où les jambes sont fléchies, etc., il faut badigeonner, donc écarter les lèvres, introduire donc la sonde à travers le méa jusqu'à voir sortir donc des urines, c'est facile. Donc, gonfler le ballonnet, le connecter la sonde à un sac collecteur. Donc, un drainage fermé toujours, bien sûr, avec toutes les conditions d'évacuation, donc par intermittence. Évacuation par intermittence et compenser ce qu'on a fait sortir. Ok. Voilà. Chez l'homme, il faut faire attention. L'urtère, il est long, plus de 16 cm. Il y a des coups durs, ce qu'on appelle, il y a des coups durs. Ok. Il y a des coups durs, il y a un sphincter à passer. Donc, il faut faire attention. Donc, bien sûr, dans des conditions d'asepsie rigoureuse, la même chose, on tire la verge au zénith, on introduit la sonde doucement, on choisit le calibre adéquat. Voilà. On pousse la sonde, on lubrifie la sonde bien et on pousse la sonde doucement. On pousse jusqu'à franchir le sphincter. On franchit donc jusqu'au sphincter. Le sphincter, on va rabaisser donc la verge et on va pousser. On va traverser le sphincter et monter dans la vessie jusqu'à voir les urines. Quelques gouttes d'urine. Si on ne voit pas les urines, il ne faut pas gonfler le ballonnet. Voilà, c'est une règle. Si on ne voit pas les urines venir par la sonde, il ne faut pas gonfler le ballonnet. C'est-à-dire vous n'êtes pas sûr que vous êtes à l'intérieur de la vessie. Si vous gonflez le ballonnet dans l'urètre, vous allez endommager l'urètre tout simplement. Donc vous passez à un traumatisme de l'urètre et vous changez complètement de la donne. Voilà. Voilà, donc les urines sont là, on va gonfler le ballonnet et on va donc collecter un sac collecteur. Connecter tout ça à un sac connecteur. Alors, on passe. Voilà, tout simplement. La retention vésicale incomplète ou chronique. Vous avez incomplète ou chronique. Donc, c'est une impossibilité de vidanger la totalité. Donc, on va ajouter de vidanger totalement la vessie. Voilà. Après miction, donc en post-mictionnel, il reste un résidu, ce qu'on appelle un résidu post-mictionnel. Ce résidu post-mictionnel, généralement, il est significatif quand il dépasse les 50 cc. Quand il dépasse les 50 cc, il est significatif. Vous trouvez dans des articles 300 cc. Et on parle de 50 cc. Donc il devient significatif quand il est supérieur à 50 cc. Voilà. La stase chronique, elle va faire quoi? La stase chronique, stagnation. L'infection, pilulation. Donc pilulation, infection, précipitation des cristaux, formation de calcul. Tout simplement, sans les apprendre. Voilà. Voilà. Donc cette retention vésicale qui est chronique, donc elle peut s'aggraver en retention vésicale complète ou aiguë. Ça devient une véritable urgence. Voilà. Donc de l'importance de ces résidus, donc dépend l'existence ou non d'une distension vésicale. Donc au premier, donc il va s'aggraver doucement, 50 cc, 100 cc, 150, 200, 300, 400, 500, jusqu'à avoir une retention donc aiguë, donc avec miction par regorgement, une dilatation de haut appareil urinaire comme on l'a vu. Alors on passe. Le diagnostic, donc elles sont variables. On peut avoir des troubles urinaires du bas appareil. Donc tuba ou la desbo. On a dit tuba ou la desbo. Ok. Symptômes du bas appareil urinaire. Voilà. Avec donc prostatisme. Prostatisme, c'est pour la QRI associée à une dysurie. Ce qu'on appelle prostatisme. Voilà. Ou miction par regorgement. Ça dépend. Les signes varient en fonction de l'étiologie. En cause. Voilà.
Donc, altération de l'état, on peut avoir une altération de l'état général. Voilà. Une hypertension, une anorexie, vomissement. Donc, on peut avoir une masse abdominale. On peut avoir des occlusions intestinales, pourquoi pas. Donc, la palpation de l'hypocastre peut réveiller une douleur. Elle peut réveiller une douleur en fonction donc, de la dilatation. En fonction de la dilatation vésicale. Voilà. Les touchés pelviens mettent en évidence donc, un globe vésical d'importance variable avec le volume donc, de la stagnation urinaire, ce qu'on a dit. Voilà. L'échographie avant et après miction, donc on peut estimer ce résidu post-mictionnel par une échographie. Donc on fait une échographie avant la miction et on fait une échographie post-mictionnelle. On va calculer tout simplement le résidu post-mictionnel, on peut l'avoir. Donc multiplier les trois dimensions, donc horizontale, verticale et diagonale, je pense multiplié par 0,52. Voilà, on divise par 2, tout simplement. Voilà. À défaut, on peut cathétériser, donc on peut mettre une sonde. Donc on demande au malade d'uriner, il va uriner, quand il revient, on met une sonde et on recueille les urines. Donc on voit donc réellement le résidu post-mictionnel, combien il est. Voilà. Donc, et on l'a dit, c'est de ce résidu post-mictionnel que dépend la dilatation des voies excrétrices et le pronostic. Ok, voilà. La recherche d'étiologie donc peut faire appel à différentes explorations donc urologiques en fonction de l'étiologie. Bien sûr, on va les avoir petit à petit dans les cours. On passe. Le diagnostic étiologique donc d'une rétention vésicale incomplète. Voilà. Voilà. Chez l'homme jeune, sont dominés par les rétrécissements scléro-inflammatoires. Ils sont de deux types, soit infectieux, soit traumatiques. Généralement, c'est infectieux, c'est des maladies sexuellement transmissibles. On dit que la gonococcie, elle entraîne des sténoses. Donc de l'urètre postérieur monoliforme, plusieurs sténoses, très difficile à traiter. Très difficile, généralement les récidives, c'est très difficile. Voilà. Voilà. Chez le vieillard, elles sont dominées par l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de prostate. On peut avoir la tumeur vésicale, troisième cancer. Voilà. Chez les deux, on peut avoir les lithiases, les tumeurs, donc les problèmes digestifs, etc. Voilà. Chez la femme, donc tumeur génitale, c'est la même chose. Voilà, les cystocèles, maladie du col de Vichy, etc. Dans les deux sexes, on peut avoir les tumeurs pelviennes et certaines affections du système nerveux. Par exemple, la sclérose en plaques, elle se manifeste. Le premier signe de manifestation de la sclérose en plaques, c'est les signes urinaires. Le malade, il vient avec une miction par regorgement. Ou bien la malade, elle vient par des mictions par regorgement. Et là, on cherche l'étiologie, rien, on fait une IRM cérébrale, on trouve des plaques de déminéralisation, tout simplement. On passe. Le traitement, il se confond au traitement de l'étiologie. Le traitement de la rétention vésicale incomplète. C'est en fonction de l'étiologie. S'il y a un adénome, on traite l'adénome, tout rentre dans l'ordre. S'il y a un carcinome vésical, on résèque le carcinome vésical, tout rentre dans l'ordre. S'il y a une tumeur, donc une lithiase vésicale, la même chose, etc. Le plus souvent, donc il est chirurgical et il faut aller enlever l'obstacle, le plus souvent. S'il est neurologique, donc il faut donc contrôler, faire des rééducations, faire des stimulations, etc. Je vous remercie. On passe maintenant chez normalement. Merci.